Il y a le nouveau Sensor 3 de Gillette. Un manche totalement nouveau. 3 lames sur ressort pour s'adapter au contour de votre visage. Probablement le meilleur rasoir jetable. Dommage de devoir le jeter. Nouveau Sensor 3 de Gillette. Voilà. J'ai tellement vu que je me suis pas rendu compte que je buvais. Ça tourne. C'est rien, c'est des escaliers. Annie. Allez, tiens. Pierre, lui, n'est pas ivre. Il n'a bu que 4 verres. Mais parce qu'il le fait tous les jours, lui aussi est en danger. En France, chaque année, 23 000 personnes meurent de cancer, de maladies digestives ou neurologiques liées à l'alcool. L'alcool, pas besoin d'être ivre pour en mourir. Le meilleur du cinéma est sur Canal+. Les plus grands spectacles. Les plus grands succès. Les plus grands acteurs. Les plus grandes stars. Avec plus de 300 films récents par an diffusés pour la première fois à la télévision, le cinéma est exceptionnel sur Canal+. Canal+ est tellement plus encore. Et en ce moment, découvrez Canal+ en numérique pour 15 € par mois pendant 1 an. Jouez et gagnez avec le spectacle musical Tintin. Appelez le 3213 et dites Tintin. Des milliers de morts dans les hôpitaux, des corps oubliés, stockés dans des chambres froides improvisées, des personnels débordés, fatigués, humiliés. Complément d'enquête sur l'une des plus graves crises sanitaires que la France ait connue, sur un été meurtrier, une canicule impitoyable. Mais pouvait-on atténuer ce drame? Pouvait-on sauver des vies? Enquête sur ces journées décisives, sur la désorganisation de l'État, sur les lenteurs du système, sur ces morts sans visage d'une France endormie. Alors que les commissions d'enquête sont lancées, qu'on s'interroge sur la prise en charge des personnes âgées, Jean-François Mattei et François Fillon viendront s'expliquer sur le plateau de Complément d'enquête lundi soir sur France 2. Y a quelqu'un? Ouais. Est-ce que ma voiture est prête? Oui, oui. J'ai quelque chose à régler? C'est payé par l'assurance. Le CIC lance l'assurance qui vous rembourse d'une voiture neuve, pas d'un morceau de voiture. CIC, parce que le monde bouge. La formule de Vittel, c'est le secret pour faire renaître notre corps. Vittel, chaque jour une vie nouvelle. La Corse que vous aimez, c'est quand vous voulez. Allô? Oui, bonjour madame, Paul Lefebvre, BNP Paribas, je ne vous dérange pas? Bon, je me permets de vous rappeler au sujet de votre chéquier. Oui, comme convenu, il vous attendra sur... Oh, excusez-moi, on risque d'être coupé, je vais passer sous un tunnel. Votre conseiller BNP Paribas, le meilleur taux d'implication du marché. Jouez et gagnez avec le spectacle musical Tintin. Appelez le 3213 et dites Tintin. France 2 vous donne rendez-vous avec les magasins Catena, bricolage, jardin, électroménager et services. Au commencement, Dieu créa Franck Dubosc et Stéphane Rousseau. Nous avons réuni pour vous, sur ce plateau, et aussi sur la scène de Montréal, des artistes qui savent faire rire. Oui, mes seins sont refaits, mais mon cerveau est d'origine. Mes frères! La date des attentats a été avancée au 11. C'est une soirée à thème. Tu vois Didier, ça fait 3 mois qu'on est seul avec la nature, mais parfois je ressens comme un vide à combler. Bonne nuit.
Avec Laurent Ruquier, Franck Dubosc et Stéphane Rousseau, la secousse comique de Montréal fait trembler la planète juste pour rire. Samedi soir sur France 2. Bienvenue sur le plateau de Trafic pour cette nouvelle saison. Vous avez probablement vu vos journaux préférés, Rock and Folk, donc David Bowie, rédacteur en chef du numéro. Époque, une interview donc exclusive de David Bowie et Rolling Stones avec encore un entretien. Car vous savez que le chanteur britannique est évidemment l'événement de cette rentrée. Il y a un nouvel album, il y a une tournée mondiale et c'est pour ça que Trafic lui est entièrement consacré. D'ailleurs, c'est une sorte de mini-concert auquel vous allez assister ce soir, spécial David Bowie. Voilà, la tournée donc sera en France à l'automne, en octobre et puis au mois de novembre. L'album vient de sortir il y a 3 jours. Il s'appelle Reality. Vous savez qu'il avait déjà sorti un album il y a moins d'1 an qui s'appelait Heaven, ce qui veut dire que David Bowie est actuellement dans une période de créativité extraordinaire. Il est là quelque part, caché dans les coulisses avec tous ses musiciens. Nous sommes ravis évidemment de l'accueillir. Auparavant, vous allez découvrir, grâce au conseil d'Éric Dahan, un petit sujet dans lequel on a essayé de reconstituer tout ce qui a fait ses influences depuis maintenant le début des années 60 jusqu'à aujourd'hui. David Bowie. Ground control to Major Tom. David Bowie est né le 8 janvier 1947 dans la banlieue de Brixton, d'une mère ouvreuse, d'un père employé et avec un demi-frère, Terry, extrêmement influent qui se suicidera dans les années 80. La chance de David, c'est d'avoir manqué paradoxalement le succès du tout début des années 60, mais d'avoir accumulé les expériences musicales durant cette période. Une fois les années 70 venues, il saura ranimer le cadavre du rock éteint en lui injectant toutes sortes de choses appartenant à la culture de son temps. L'expressionnisme allemand, le kabuki japonais, le cinéma de science-fiction, les méthodes d'écriture de William Burroughs ou le funk des villes. Finalement, au début des années 70, David dispose d'une immense palette traversée de plusieurs caractères. Son premier personnage, un androgyne bisexuel de science-fiction nommé Ziggy Stardust, exploite le filon christique, mais ce qui intéresse Bowie, c'est le chaos, le désastre de nos illusions de progrès et d'autres utopies qu'il met en scène en 1974 dans le premier show de Broadway rock, Diamond Dogs, inspiré du 1984 de George Orwell. Il produit 2 rebelles, 2 véritables légendes, Transformer de Lou Reed et Raw Power d'Iggy Pop, des disques magiques pour une époque qui le fut aussi, la Factory d'Andy Warhol, les corps qui défilent, la drogue, une poésie, un danger, une urgence que l'on n'a jamais retrouvée ou presque jamais dans la création musicale du monde rock. Un grand artiste, c'est d'abord et avant tout un artiste de scène. Son premier passage en France fut peu remarqué au Golf Drouot en 1965. En 1976, 2 concerts exceptionnels aux abattoirs de la Villette. Los Angeles puis Berlin, tour à tour tenté par l'extrême droite et l'extrême gauche, tout en inventant la Cold Wave avec Brian Eno et Iggy Pop, Bowie finalement questionne tous les paradoxes artificiels de notre culture et impose son style intense et détaché. En 1977, en plein punk rock qu'il a inspiré avec Ziggy Stardust, suicidé sur scène 4 ans plus tôt, Bowie publie Heroes, un album déjà post-punk assorti de ce slogan publicitaire qui restera célèbre: There is old wave, there is new wave, and there is David Bowie. Il devient l'outsider ultime de la scène musicale. Il décrit lui-même ses chansons comme de simples polaroïdes d'une époque. Et contre toute attente, elles vont devenir des classiques. La consécration interviendra en 1983 lors de la tournée qui suivra le célèbre album qui a connu un succès mondial, Let's Dance. C'est à l'hippodrome d'Auteuil, 2 soirs de suite,
2 fois 100 000 personnes qui lui font un véritable triomphe. À cette époque, David Bowie devient une sorte de père de famille rangé des excès depuis sa mutation en humaniste hétéro. Il devient clean, bronzé et, selon certains, il n'innoverait plus. Comme si les Rolling Stones ou Led Zeppelin n'avaient changé quoi que ce soit à leur musique depuis les années 70. Prisonnier pendant un certain temps de ce succès mondial, cet esprit désespérément libre s'est depuis risqué à de nouvelles expériences, toujours impressionnantes du point de vue du métier musical, tout en prenant acte d'une grâce médiatique forcément perdue dans ce contexte culturel. Pour ne parler que des années 90, Bowie aura joué tour à tour du punk rock avec Tin Machine, de la musique noire sur Black Tie, White Noise, ou du rock industriel, voire de la musique électronique sur Outside et Hairling. Ces albums, malgré des compositions remarquables, ont divisé le public quand ils ne l'ont pas simplement manqué. Est intact. C'est donc l'album de David Bowie, sorti il y a maintenant 3 jours. Inutile de vous dire que je suis excité comme une puce de recevoir David avec ses musiciens, surtout qu'il y a ce soir sur scène l'un des meilleurs groupes qu'il ait jamais eu. Je voudrais quand même vous donner quelques informations. Le 20 octobre et le 21 octobre, il sera à Bercy, 7 novembre à Lille, 8 novembre à Amnéville, 10 novembre à Nice, 12 novembre à Toulouse, 14 novembre à Marseille, 15 novembre à Lyon. C'est normal de vous donner ces informations. Il va être assis là dans un instant. Pour l'instant, il est sur scène. 2 titres de l'album Reality, donc, qui vont être joués pour vous, New Killer Star et Never Get Old. Mesdames et messieurs, faites-lui un triomphe, David Bowie. David, New Killer Star, Never Get Old. Merci. Hello, David. Voilà l'album qui s'appelle Reality. La première question, d'abord, je suis ravi que vous soyez là, David. Et je crois que tous les gens qui sont ici en France sont ravis de vous accueillir. Non seulement ils vont se procurer l'album, mais en plus, ils vont vous voir à Paris, à Toulouse, un petit peu partout en France pendant l'automne. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de cet album. D'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que c'est quand même le 2e album en moins d'1 an. Et à un moment où toutes les rockstars, finalement, publient des albums de plus en plus rarement, vous n'avez jamais été aussi créatif. Disons que j'écris beaucoup de chansons, je compose beaucoup de chansons, je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises. C'est vrai qu'il y a une certaine production, je suis assez prolifique, une trentaine de chansons, 40 chansons même en année, peut-être pas toutes bonnes, mais disons qu'un certain nombre qui me plaisent quand même. Donc un album par an, ça m'irait tout à fait, je ne crois pas que ça pose problème. Et dans les années 70, j'en produisais entre 2 à 3 par an, dans l'espace de la même année, avec d'autres artistes. J'ai travaillé avec Iggy Pop et d'autres. C'était un peu dingue, mais ça me pose pas de problème de faire un album par an. Vous avez travaillé avec Tony Visconti, qui est donc l'un des producteurs historiques, puisque je crois que sur les 26 ou 27 albums que vous avez réalisés, il en a produit 12 ou 13. Tout à fait, la moitié d'entre eux, absolument. Tony et moi-même, nous nous sommes rencontrés quand il était à Londres dans les années 60. Et il venait travailler avec Danny Cordell, qui produisait à l'époque Joe Cocker, Daily Lanes, Electric String Band et d'autres. Je crois qu'il avait fait les arrangements de With a Little Help from My Friend Dennis Cordell. C'est lui qui a fait les arrangements. Oui, c'est vrai, tout à fait, c'est vrai, c'est lui qui a fait ça. Et puis ensuite, il a travaillé beaucoup avec un ami commun, Mark Boland, sur T-Reps. Et je faisais partie de ce petit cercle, de cette coterie londonienne, disons. On a commencé à travailler ensemble. Alors l'album, donc, a été enregistré à New York.
Et c'est vrai que j'ai remarqué que, donc on parlait de Nuclear Star, bon, il y a une des premières phrases de l'album qui raconte cette cicatrice blanche de la ville. Évidemment, tout le monde comprendra qu'il s'agit un peu de l'empreinte du 11 septembre, parce que vous vivez à New York depuis une dizaine d'années, que votre famille était là quand le drame est arrivé, et que la caractéristique quand même, c'est que c'est pas une description, comment dirais-je, réaliste, c'est une description poétique et optimiste. Exactement. Ce que j'essaie de faire, c'est de, disons, recréer une impression de ce qui reste lorsque l'on vit dans cette ville traumatisée. Mais ce faisant, j'essaie de tirer quelque chose de positif de cette situation parce que chacun d'entre nous a sa famille, sa femme, ses enfants. Et il ne nous appartient pas de réfléchir uniquement en termes négatifs. C'est tout simple. C'est surtout pour les enfants. Il nous faut quand même penser en termes positifs, en tout cas, de manière plus ouverte, plus optimiste, moins existentialiste. Il paraît, David, que quand le fameux 11 septembre, vous avez voulu rentrer chez vous, ça a été très difficile, ils vous ont demandé vos papiers, ils vous ont pas reconnu, votre femme a été dormir ailleurs, enfin, il y a un vrai traumatisme qui est derrière, qui était déjà d'ailleurs un petit peu dans Heaven, mais qu'on retrouve vraiment dans Reality. Ce qui est ironique, c'est que Heaven a été écrit avant le 11 septembre, mais cet album comportait déjà l'angoisse qui précédait le drame, mais dans une certaine mesure, il y avait le stress qui était déjà à New York avant la crise depuis une dizaine d'années. Ce n'était pas quelque chose de neuf, il y avait cette ambiance assez omniprésente, on sentait que quelque chose allait se passer dans la ville, on ne savait pas si ça allait être cette catastrophe ou bien ce qui s'est passé, la coupure de courant de la semaine dernière, mais personne ne se doutait que ça allait être une catastrophe de cette ampleur. Par contre, je crois que ce qu'il faut souligner ici, c'est que ce jour-là, il y a eu véritablement une ligne noire qui a traversé en quelque sorte l'histoire de New York et la vie ne sera plus jamais la même et effectivement n'a plus jamais été la même. Pour l'avoir écouté évidemment avec toute l'équipe de Trafic, c'est un album qui parle beaucoup, comme dans tous les derniers albums de David, de spiritualité, qui a aussi une facture qui est assez unifiée grâce à Tony Visconti et grâce à vous évidemment, mais avec des styles différents parce que dans Pablo Picasso par exemple, il y a du flamenco, il y a des morceaux qui sont très rock, il y a des morceaux qui sont plus solennels, il y a des morceaux qui sont des reprises, d'ailleurs on va en parler dans un instant, mais je voudrais que vous découvriez, David, quelque chose dont beaucoup de gens ont parlé, que vous allez voir sur l'écran, qui est derrière nous. Regardez. La formule d'Activelaide, c'est le secret pour faire renaître notre corps. Activelaide, chaque jour une vie nouvelle. Voilà, donc beaucoup de gens se sont demandé pourquoi vous avez accepté de faire cette publicité. Et pas tellement pourquoi vous avez accepté de faire la pub, mais pourquoi vous avez accepté ce scénario qui remettait en scène certains parmi les personnages les plus importants de votre carrière. Les plus importants de quelle façon quand même? Disons que... Elle est vachement bien la pub, hein, je vous dis ça. Je comprends. Ouais. Elle n'en accuse plus. mais merci. Et en plus, ils boivent pas que de l'eau, je peux vous dire. Tous ces personnages ne boivent que de l'eau. Je tiens à le préciser et c'est la raison pour laquelle je quitte la maison dans ce clip. Disons que cela ne m'a pas posé problème. Pour moi, ces personnages ne sont pas des martyrs. Disons, ce sont des affectations que j'ai utilisées, des avatars que j'ai utilisés dans mon œuvre, mais ils ne sont pas sacro-saints. Je peux les réutiliser. Je n'ai pas de difficulté à les replacer dans un contexte dramatique, hors de contexte, justement, s'il le fallait. Pour moi, la moitié de ma vie a été consacrée à créer une suite de juxtapositions où chaque chose est complètement hors contexte des choses qui les suivent ou qui les précèdent. Et ce nouvel arrangement, vous pensez aux choses de manière entièrement différente. Donc, pour moi, il y avait deux priorités. La première, alors, est-ce qu'on va se servir de la chanson dans la pub? Ils ont dit oui, ok. Deuxième priorité, est-ce que je peux m'amuser un petit peu avec les idées que je me fais de ma propre image et créer en quelque sorte, disons, un peu plus de légèreté dans la situation pour que on puisse en rire un petit peu. Il y a aussi comment dirais-je, une certaine forme d'ironie dans cette publicité.
Et pourtant, pendant des années, vous en aviez marre qu'on vous pose des questions sur Ziggy, sur Aladdin Sane, sur tous les personnages de cette époque-là. Et dans la tournée qu'on va voir en France, on va retrouver une grande partie de ces chansons-là, parce que maintenant, elles ont réintégré totalement le répertoire. Avec celle de Reality, avec celle d'Eden, avec celle d'Outside. C'est vrai, et ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que moi, je me porte mieux que tous ces personnages. C'est vrai, c'est vrai. Alors justement, ça nous amène à la deuxième chanson qu'on a écoutée, qui s'appelle Never Get Old. Dans la presse, tout à l'heure, je montrais Rock and Folk, Epoch, Rolling Stone. Les gens se posent beaucoup de questions sur l'interprétation ou l'intention de cette chanson, qui évoque l'immortalité, qui évoque l'âge, qui évoque la maturité. Et on sait, ça vous fait marrer, tant mieux. Mais on se dit, au fond, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et en fait, ça n'est même pas prendre mes désirs pour des réalités. Je trouvais assez amusant l'idée qu'un rocker produise une déclaration toute simple, du genre « je vais jamais vieillir », de manière un peu pétulante, un petit peu agressive, « je vais jamais vieillir », comme s'il se mettait en boule comme un gamin de 3 ans. « Je veux pas qu'ils sont de vieillir, je veux pas ». Et donc, c'est un petit peu ça, c'était ça le point de départ. Donc, c'est une chanson drôle. Hein. En plus, il y a une chose que tous les gens qui sont ici constatent, c'est que les plus grandes tournées mondiales aujourd'hui, c'est encore, alors, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien pour l'industrie de la musique, mais c'est encore Paul McCartney, c'est encore les Rolling Stones, c'est encore David Bowie, c'est encore Neil Young, c'est encore... Tout ça à l'affiche en même temps. Vous imaginez le prix des places pour voir ce genre de concert? Non, mais c'est vrai. D'une certaine manière. Imagine $1000 la place. Non, mais c'est vrai, David, d'une certaine manière. Il y a énormément de succès. Des jeunes groupes, actuellement, la musique fonctionne formidablement bien, mais les grandes tournées sur scène, aujourd'hui, sont les tournées des gens d'une génération qui est celle qui a créé le rock'n'roll. Il faut se dire qu'il y a un écart entre les générations, même une guerre entre les générations. Bon, on a tendance à en faire trop. On s'imagine un peu comment les choses étaient dans les années 60. Par exemple, quand on était gamin, avec les cheveux longs, on disait « mon père n'aime pas que j'ai les cheveux longs ». Alors maintenant, c'est pas les cheveux longs, c'est la guerre en Irak. Alors il ne faut pas se tromper dans nos priorités. Cette histoire en fait de génération, quand on y réfléchit, n'a pas d'importance. La musique populaire, pour quelqu'un de mon âge, la musique populaire, c'est quelque chose qui ressemble en tout point à ce que connaissent les gamins de 16 ans aujourd'hui. Les origines sont les mêmes, hein, c'est le blues américain, mais ça a évolué, c'est allé dans différentes directions. Et nous avons le même vocabulaire, les mêmes références. Donc quand vous avez un artiste, un vieux de la vieille, pour ainsi dire, il a simplement plusieurs générations qui sont là pour l'écouter parce que toutes partagent le même vocabulaire de la musique populaire. Lorsque je regarde les disques de ma maman, bon, il y avait le Sound of Music, c'est-à-dire la mélodie de l'amour, il y avait des Perry Como, des chanteurs comme ça. Bon, alors peut-être, c'est peut-être avec Pat Boone qu'elle s'est rapprochée le plus de la pop. Moi, j'aime Little Richards, elle aimait Pat Boone, ça, c'est ce qui nous a rapprochés le plus sur le plan musical. Eh bien ça n'existe plus, cet écart entre les générations, c'est-à-dire qu'un gamin de 18 ans peut examiner mes disques, il trouvera John Lennon, Jimi Hendrix, il trouvera des disques qu'il aimera, il dira qu'il voudra les entendre aussi bien que les miens. Moi, je pourrais examiner ces disques, je trouverais les Dandy Warhols, Granddaddy. Et donc, il y a ici un rapprochement, il y a un terrain d'entente. Quelle était la question à propos? C'était justement sur le sens profond de cette chanson Never Get Old. Et je crois que vous avez fait une réponse assez complète, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans un instant, on va retrouver David, quelqu'un de beaucoup, et c'est très bien. Puisqu'il habite à côté de chez vous à New York, c'est Moby qui est en direct avec nous pour l'émission. Auparavant, je voudrais vous montrer quelque chose. On a retrouvé une autre publicité à propos du titre Reality. On a retrouvé une autre publicité, vous allez regarder dans le petit écran là, d'un personnage que tout le monde va reconnaître et qui justement toute sa vie a combattu contre la réalité. Regardez. Je suis fou du chocolat l'envers. L'unique différence entre Dali et un fou, c'est que je ne suis pas du tout fou. Voilà, Salvador Dali.
J'ai pensé à ça, David, parce que je crois qu'il est venu vous voir au Radio City Hall, je crois en 73, et en plus, sur une des tournées, vous avez utilisé Le Chien andalou. C'est-à-dire le film qu'il a réalisé avec Luis Buñuel. 1976. Ouais. C'était en fait en 76 que j'ai utilisé Le Chien andalou. Alors, toute sa vie, lui, il a combattu contre la reine. J'étais un grand fan de Buñuel, c'était la raison pour laquelle je me suis retrouvé là. Il m'a semblé que Buñuel était l'un des plus grands cinéastes de tous les temps. Alors, vous allez découvrir donc le magnéto de Moby, puisque vous savez que David a tourné avec Moby l'année dernière aux États-Unis. Petit magnéto, donc, et on découvre en direct de New York avec David l'un de ses voisins les plus connus. Everyone is a terrorist. Voilà l'un des gags que vous retrouvez donc dans le DVD de Moby, où il y aura à la fois donc un certain nombre de petits sketchs qu'il a enregistrés, et puis l'intégralité du concert en direct avec nous. Merci de l'applaudir avec David. Moby qui est à New York. Premièrement, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous entendez David? Oh. Hi. Where's your camera? Hi. Am I looking straight at you, Moby? Je te regarde en face. Tu me vois? Really? I'm sitting in a black room staring at a camera. These are like our usual conversations. Là, c'est comme ça que nos conversations se déroulent à la maison. So that last, yes. Oui. J'allais dire, ce clip que vous venez de voir, c'est censé être drôle. J'espère que vous avez ri. Est-ce que vous pouvez nous parler, Moby, de la tournée que vous avez fait l'année dernière avec le singe terroriste. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Non, je vais hurler, on va voir si c'est encore... Hey Mo, how are you doing? Yeah. Well, have you still got the pigeons? Well, it was amazing because... Oui, c'était tout à fait remarquable parce que... David Bowie's my favorite musician David Bowie, c'est mon musicien favori de tous les temps. Et me retrouver en tournée avec quelqu'un qu'on respecte tellement, qu'on admire tellement, pour moi c'était génial. Donc tous les jours, j'étais là à côté de la scène, je suivais David et je me posais la question pour savoir s'il y avait une vie sur Mars, et c'était comme si un rêve devenait réalité. Oh là là, tu exagères un petit peu là. Ça a duré combien de temps, Moby, cette tournée, tous les deux? La tournée? What were we on? It's like 5 weeks. 5 semaines, 4-5 semaines, il me semble. Yeah, it was about that. Hey, Moby. Moby. Have you still got the pigeon? T'as toujours les pigeons? The pigeons? Les pigeons. Yeah, you know that oui, tu sais, je me suis pris un abri à pigeons sur le toit pour qu'on puisse envoyer des messages par pigeons voyageurs. Parce qu'il y avait un problème de téléphone qui ne marchait pas à New York, tu te rappelles? J'ai perdu 8 pigeons maintenant. J'ai toujours les pigeons, je m'en occupe bien. Si tu les as mangés? Non, je suis végétarien, j'y touche pas, pas de problème. Vous faites vos courses ensemble? Vous vous voyez très souvent ou pas? Just for pigeons. Uniquement pour acheter nos pigeons, oui, ça on fait nos courses ensemble. Non, mais est-ce que vous I go to his little restaurant. Je vais dans son petit restaurant, il a un petit restaurant et un salon de thé. Et j'aime bien m'y rendre et manger sa superbe cuisine. C'est downtown. On ne dépasse jamais la 14e rue à New York, on reste dans le sud. Il n'y a plus rien, au-delà de la 14e rue, plus rien n'existe. Pardon pour les petits problèmes de satellite et de décalage, mais je disais à David, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence de comportement ou de manière de travailler entre les artistes de sa génération et ceux de votre génération? Ou est-ce que ça n'a aucun sens tout ça? Je crois qu'avec le genre de musique de Moby, il est tellement plus nonchalant que nous. Disons que nous étions un peu plus intenses. Alors, il écrit beaucoup de choses, mais lui, il est beaucoup plus décontracté, disons. Disons qu'il y a un certain genre de disque que l'on produit actuellement qui va exactement à l'encontre. C'est quelque chose qui est très droit, très carriériste, j'allais dire, un peu militaire dans son style. Mais le genre d'artistes que moi j'aime ne sont pas tellement différents de ce que je fais. C'est une question d'inspiration, de faire la musique qu'on aime faire. Moby, sur le même thème, hier. Oui.
Disons que au départ, lorsque j'ai commencé à faire de la musique, j'aurais jamais pu faire de carrière parce que je n'ai jamais su composer, je ne sais pas chanter, donc j'étais mal barré. Donc, ce qui m'intéresse, disais-je, c'est plutôt l'aspect technologique. Et ce qui est sympa avec la techno, c'est que cela me permet à moi de faire des disques, même si ma voix est celle d'une casserole. C'est-à-dire que si c'était il y a une trentaine d'années, j'essayais de faire un disque, personne n'achèterait mes disques parce que je ne sais pas chanter pour un poil. Est-ce que vous avez l'intention, est-ce que vous pourriez par exemple travailler et faire un album ensemble? Les deux. Ah oui, certainement, sans difficulté. Non, nous avons déjà travaillé ensemble, ajoute Moby. Mais qui voudrait travailler avec Moby, on se pose la question. Avec tous ces pigeons voyageurs qui infestent le toit. En tout cas, merci d'avoir été avec nous spécialement pour cette soirée en duplex de New York. C'était un petit peu compliqué. Bye, have a good day, compte tenu du décalage horaire, évidemment. Bye bye, Mal. David, on va vous retrouver sur scène. Merci, c'était très sympa. Parce que c'est compliqué. On va vous retrouver sur scène. Ouais. Oh, c'était vraiment sympa. J'habite pas loin de chez lui, tout près même. Et en fait, je vois son appart du mien. Donc si jamais, s'il était venu à mon émission, je rentrais par la fenêtre chez lui. Je voudrais vous montrer un dernier petit document avant qu'on vous retrouve sur scène avec un certain nombre donc, de musiciens dont on va parler. Regardez ce petit truc-là, puisqu'on parlait justement tout à l'heure. C'est un truc qui a été enregistré à la BBC, je crois en 1964, dans une émission qui s'appelait Tonight, et vous défendiez le syndicat des jeunes gens qui voulaient porter les cheveux longs. Alors que les gens qui portaient les cheveux longs à l'époque se faisaient insulter dans la rue. J'avais 17 ans, j'avais 17 ans à l'époque. It's all got to stop. They've had enough. The worms are turning. The rebellion of the long hairs is getting underway. They're tired of persecution. They're tired of taunts. They're tired of losing their jobs. They're tired of being sent home from college. They're tired of being sent home from school. They're tired even of being refused the dough. So with the nucleus of some of his friends, a 17-year-old, Davy Jones, has just founded the Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men. Well, here we are. Long-haired men, you've got to have your hair, what, 9 inches long before you can join? Well, I think we're past that over now. Have you? Yes. Now, exactly who's being cruel to you? Well, I think we're all fairly tolerant, but for the last 2 years we've had comments like darling and can I carry a handbag thrown at us. I think it's just had to stop now. But does this surprise you that you get this kind of comment? Because after all, you've got really rather long hair, haven't you? We have, yes. Yeah, it's not too bad, really. No, I like it, and I think we all like long hair. And we don't see why other people should persecute us because of this. No, you see, a lot of people, you can't tell the difference between a man and a woman, can they, if you've got your hair that long? Oh, well, that's ridiculous. If the stage has got to the point when you can't tell either sex by a few inches of hair, I think it's a pretty poor show, don't you? I mean, did you get this off the Rolling Stones, really? Oh, no, definitely not. But did any of you have your hair growing long more than 2 years ago, Yes. Oh, yeah. Did you? Before the Rolling Stones ever did? Well, it takes a long time to get this length, you know. It's quite easy overnight. Just because the Rolling Stones. Can I ask you what you say when you go into the hairdressers? When you go into the hairdressers, I don't go. Last year. Mais quand on voit ça aujourd'hui, ça paraît totalement dément. Le conformer. Oui, mais ils avaient des cheveux très propres, hein, vous remarquez. Très, très propres. Non, mais le conformer. Non, moi, je voulais être communiste, mais on ne voulait pas m'accepter au PC, donc il a fallu que je fasse un autre syndicat. Vous jouiez où à l'époque, à 17 ans, David? Dans les clubs le soir, au Marquis je sais que vous aviez appris le saxophone. Dans les clubs de Londres, des clubs folk, des clubs rock, tous les clubs qui m'acceptaient. Ça, c'était juste avant que ça démarre, c'était juste avant Space Oddity. Oui, je ne me rappelle plus l'époque exacte, j'arrive pas à calculer. Mais c'est 3 ans avant Space Oddity. Donc là, je débutais vraiment là.
Alors, je voudrais vous montrer encore un petit magnéto. C'est une archive d'Elvis Presley. Regardez, que vous allez découvrir. Ce qui est assez amusant sur le dernier clip, c'est tout le monde de temps en temps, les gens disent « Ah oui, 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 oui ». Et quelqu'un dit « Oh non, 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 non ». Ils passent de l'un à l'autre comme ça, un peu comme un sketch de Monty Python. Mais il y avait à côté, vous étiez très sérieux quand même. Vous étiez très sérieux dans la revendication. Ah oui, j'avais 17 ans. On est très sérieux quand on a 17 ans. Regardez Elvis Presley, je sais que vous l'avez vu au Madison Square Garden, je crois, en 71. Le concert, non, c'est pas exact. Le concert était le 10 juillet 1972 au Madison Square Garden. Je me souviens de tout. Oui, c'est l'histoire d'une... J'adore la façon dont ses jambes s'entremêlent là. Alors, cette émission raconte l'histoire de mes cheveux, n'est-ce pas? Avec les boucles. Il y a un écrivain qui s'appelle, que tout le monde connaît, qui s'appelle Anish Qureshi, qui dit que jeune, justement, vous aviez envie probablement de faire une carrière, pas une carrière, mais en tout cas d'imiter Elvis Presley. Et Golden Years, c'est une chanson que vous aviez composée pour lui et qui n'a jamais chanté. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une piste de Station to Station qui s'appelait Golden Years, que vous venez d'entendre. Et le manager de Presley l'aimait beaucoup. Il l'a passé à Presley et Presley a dit « Je veux chanter des chansons comme celle-là ». Donc Parker m'a envoyé un télégramme me demandant si je voulais bien produire Elvis. Et puis ensuite Elvis m'a envoyé un télégramme disant « Bonne chance pour ta prochaine tournée, j'ai hâte de te rencontrer lorsque tu reviendras ici ». Et c'était... Il est mort quelques années plus tard, donc j'ai jamais pu, en fait, j'ai pas pu le faire. Mais c'est évidemment une idée passionnante. Mais quand tout à l'heure, mais c'est la mort qui est intervenue. Vous en avez pensé quoi la première fois que vous l'avez vu sur scène? C'était une situation folle parce que, à l'époque, j'incarnais déjà Ziggy Stardust. Alors, j'avais un spectacle dès la première soirée, puis j'avais un avion à prendre le vendredi matin qui m'a emmené de Londres à New York. Je suis allé au Madison Square Garden, je suis arrivé en retard, Presley était déjà sur scène et j'avais les cheveux teints en rouge, avec les épaulettes, enfin tout le tralala. Je descends l'allée, évidemment. Tout le monde s'est retourné de manière incrédule en me demandant mais qu'est-ce que c'est que ce martien qui est venu nous rendre visite. Alors, je ne sais pas si Presley m'a vu, mais j'avais des sièges au troisième rang parce qu'on était avec RCA et c'était une expérience assez humiliante de devoir passer comme ça devant tout le monde. Alors, c'était génial, sauf qu'il n'a chanté que 45 minutes. C'était un spectacle très court. Et puis ensuite, il a fallu que je reprenne l'avion pour rentrer à Londres parce que j'avais un concert le lendemain soir. Donc merci de leur accompagner sur scène. Alors, David, deux titres, un qui est sur l'album, qui s'appelle She'll Drive the Big Car, et puis une reprise qui est Modern Love. Je crois qu'on va aussi présenter l'orchestre parce qu'ils vont vous accompagner pendant toute la tournée. I'd love to very much. Ouais, et ce serait. Alors, peut-être qu'on va les présenter là-bas. C'est plus simple parce qu'il y a des gens qui sont. On va vous accompagner. J'emmène tout le bazar avec moi. Hop, on renverse Flo. We're coming to your house. Voilà, donc on va présenter l'orchestre de David. Voilà. C'est pas moi qui vais le faire, mais merci de présenter les musiciens qui sont avec vous et qui sont là pour vous et que vous pouvez applaudir et que vous pouvez faire un triomphe.
On keyboards, guitar, conga drums and vocals, Catherine Russell. On bass guitar and vocals, Gaylan Dorsey. And on drums, Sterling Campbell. On keyboards, Mike Garson. On a guitar too, Earl Slick. Thank you. That's it. What we're doing. Waited by the moon. She was sick with fear and cold. She felt too old for all of this. Of course he never showed. She locked her suitcase to the bus, melted home through the snow, north along Riverside. She'd slip between the sheets, husband's quite devoted wife. It's strange, sad and nervous by the dawn's early light. Love lies like a dead cloud on the shabby yellow lawn, north along Riverside. Drive the big car, he'll sit behind. She keep an eye on Jessica, south along the Hudson. She'll turn the radio high, find the station playing said so. Just a little bit louder now, south along the Hudson. Just a little bit faster now. Just a little bit louder now. Just a little bit angry now. South along the Hudson. She'll drive the big car and you'll sit behind. Just a little bit louder now. Just a little bit angry now. Way back when millennium meant racing to the light, he promised her a dream world, take her back to street life, away from violent border with its cormorants and beach up on Riverside. She'll drive the big car, he'll sit behind, bursting up bubbles of Ludlow and Grand, south along the Hudson. She'll turn the radio high, find a station playing sad soul. Just a little bit louder now, just a little bit faster now. She'll drive the big car, talk herself insane. Just a little bit louder now, just a little bit faster now, just a little bit faster now, just a little bit louder now, just a little bit angry now.
Well, I'm going to do, for the rest of the night, just old glam rock songs. Right, what do you want? T-Rex, Gary Glitter, Roxy Music, what do you want? Okay, David Bowie. David Bowie. Man with taste. Okay. Stay in, get things done. I catch the paper, boy. Things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try. It's no sign of life, it's just the power to charm. I'm locking in the rain, but I never wave goodbye. But I try. Living on the 404, walks beside me, walks on that, gets me to the church on time. Church on time, no confession. Church on time, no religion. Church on time. Voilà, David va nous rejoindre. Je vous signale tout à l'heure, Damon Albarn de Blur va chanter avec lui. Donc vous pouvez l'applaudir à l'avance, puisqu'il est venu spécialement avec David. Et puis on recevra Françoise Hardy, on recevra Hair, qui viendra nous présenter leur prochain album qui va sortir au mois de... Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, ils sont très fatigués. Combien de titres vous allez utiliser pour la tournée, David? Combien vous en avez répété? Nous avons 50 titres. On en a répété 50, mais il me semble que lorsque
On sera en tournée. Au bout d'une dizaine de semaines, on va peut-être on va en répéter d'autres titres, simplement pour éviter de tomber dans les habitudes. Aussi bien pour nous d'ailleurs que pour le public, il faut se renouveler. Il faut rester vivant. Donc on va en répéter une quinzaine d'autres. Bob Dylan, si je ne m'abuse, lui, il répète, je crois qu'il a quelque chose comme 170 titres à son répertoire à chaque fois qu'il part en tournée. 170, ça c'est quand même quelque chose. Et au fond, quels sont les auteurs qui vous ont influencé? Je sais que Bob Dylan, jeune, tout à l'heure, il a joué un rôle... Influencé, disons que tous ceux que je respecte. Disons que pour ce qui est de l'influence, il y a Little Richard, ça c'était probablement le premier musicien qui m'a vraiment fait partir. À l'âge de 9 ans, je voulais jouer le saxophone ténor dans son groupe. Je voulais faire partie de son groupe, au saxo. Et ça ne s'est évidemment jamais produit. Ensuite, Lou Reed, du Velvet Underground, ça c'était une immense influence. Mais par ailleurs, je respecte tellement d'artistes. Neil Young, par exemple, je trouve que c'est quelqu'un de formidable. J'adore son esprit ouvert, son esprit d'aventure qu'il amène à chacune de ses chansons. Aujourd'hui encore, à l'âge de 61 ans, il est toujours très jeune, il est encore plus audacieux que beaucoup de jeunes groupes. Il est tout à fait extraordinaire. Bob Dylan, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi. Radiohead, je trouve que c'est un groupe absolument génial. Blur, j'ai produit l'un des meilleurs albums de tous les temps, Think Tank. Grandaddy, c'est un groupe américain que vous ne connaissez peut-être pas. Ah si, vous le connaissez, génial. Mercury Rev, il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup. J'adore Skull Walker, je trouve que c'est probablement la plus belle voix de la musique. Avant justement qu'on parle d'un Français que nous connaissons et qui vous a beaucoup influencé aussi, il y a une chose que je voudrais qu'on explique aux gens. Non, Jacques Brel, obviously, pas Jacques Brel, bien sûr, parce qu'il est belge. Il est belge. Jacques Brel, justement. Alors pourquoi? Vous avez enregistré 2 chansons, Amsterdam et My Death. Pourquoi? Parce que tout le monde dit qu'il est français, mais il est belge. C'est comme Johnny Hallyday. Brel, regarde, on a fait un petit montage de Brel. Yeah, I got this record. Regardez ce disque-là. La mort m'attend comme une vieille fille au rendez-vous de la faucille pour mieux cueillir le temps qui passe. La mort m'attend comme une princesse à l'enterrement de ma jeunesse pour mieux pleurer le temps qui passe. So let's drink to that and the passing time. But whatever lies behind the door, there is nothing much to do. Angel or devil, I don't care. In front of that door, there is you. Voilà, chanson magnifique. Ouais. Fantastic song. Superbe chanson. Un mot sur Brel, on parlera tout à l'heure des reprises, parce que là il y a une reprise des Modern Lovers, vous avez fait de très nombreuses reprises. Pourquoi Brel? Je vais vous dire pourquoi. C'est une histoire intéressante. J'avais, je crois, 16 ans. Et j'avais une petite amie dont l'ancien petit ami avait été Scott Walker. Et Scott Walker adorait Jacques Brel. Donc, j'ai entendu les albums de Scott Walker toute la journée dans la maison de cette fille, qui aimait toujours Scott Walker. Alors, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, mais j'adore toujours la voix de Scott Walker. Voilà.
Alors, l'une des premières choses que j'ai remarquées, c'est qu'il avait chanté des chansons de ce Jacques Brel dont je n'avais jamais entendu parler. Et ensuite, il y avait ce spectacle, Jacques Brel is alive and well, et est en vie et habite à Paris. Et c'était une traduction de ces chansons par l'américain Mort Schumann. C'était, je crois, en 66-67. Je suis allé voir le spectacle, et lorsqu'il y a eu cette chanson sur les gars qui faisaient la queue pour leur injection contre la syphilis, je me suis dit, ce mec est absolument génial. J'ai jamais rien entendu de pareil. C'est quelque chose. Enfin, les paroles étaient absolument fabuleuses. Et c'est grâce à cette fille que je me suis intéressé à l'histoire de cette chanson. Donc je ne plaisantais pas trop à ce sujet de Montmartre tout à l'heure là, et le Chat Noir, et les premiers clubs, les premiers cabarets où il y avait des chansons populaires et également des espèces de truands qui se mêlaient à des poètes. Et dans tout ce milieu, cette pègre qui a été créée et qui a produit un nouveau style de chanson qui est venu de la rue. Et nous n'avons pas eu ça en Angleterre. Et la seule personne qui a pu reprendre cela d'une manière analogue aux États-Unis, c'était Lou Reed, justement. Lou Reed qui avait la même attitude, c'est-à-dire chanter des chansons qui venaient littéralement du caniveau. Une extraordinaire force. Oui. Et disons qu'il y a une connivence entre Lou Reed et ces chansons de avant qu'on retrouve Mick Rock à New York, regardez cet album. Donc là, c'est donc un album extraordinaire dont on va extraire un certain nombre de photos. Il faut dire 2 ou 3 mots de Mick Rock. Donc je crois que vous l'avez rencontré aux alentours de 1972, je ne vais pas me tromper, 72, 73. Il est photographe. Ouais. C'est cela, oui, à peu près. C'était où? À New York? En Angleterre? Non, ça, je ne me rappelle pas. Lui, il le sait sûrement. Mick. Donc, Mick est photographe. Il a évidemment suivi de très nombreux artistes, photos, vidéos, réalisé des clips. Et là, c'est toute la carrière donc, de David. C'est pendant Ziggy. Il vous a suivi pendant combien de temps, David? 2 ans. Je crois que ça a duré jusqu'à la tournée japonaise. C'est lui qui connaîtra les dates mieux que moi. Moi, je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il était toujours là, dans un coin, en train de prendre des photos. Alors, Mick Rock, bonsoir. Vous nous entendez? Hello, bonsoir. Hello. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Get those glasses off, Rock. Enlève ces lunettes noires. Pourquoi te caches-tu? Te caches-tu derrière ces lunettes noires? Une espèce de paparazzi, là. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet album magnifique qui est un tirage limité où on retrouve effectivement toute la tournée qu'évoquait tout à l'heure David? Ça s'est passé entre quand et quand? Quand vous parlez de l'album, vous parlez du livre, voilà. Oui, ce livre que tu essaies de nous fourguer, là. Ouais. Ah, c'est notre livre. C'est quand même le livre de David autant que le mien. Non. Moi, je fourgue un disque. Toi, tu fourgues un bouquin. On s'est pratiquement planté l'un comme l'autre. Non, en fait, non. Ça se vendra très bien. Mais Mick, il faut que tu m'envoies des royalties. Mais tu veux une belle montre? Je t'envoie une montre si tu veux, en guise de royalties. Une belle montre. Non, parle-nous de Ziggy Stardust, Mick, si tu veux bien. Parle-nous de Ziggy Stardust. Je connais Ziggy Stardust, sur le bout des doigts. Je l'ai rencontré. Alors, il y a beaucoup de photos qui ont été prises, des très belles photos. Et en plus, on a fait ces films de promotion, Live from Mars, Jane Jelly, et un certain nombre d'autres titres qui ont été photographiés. C'est des choses qui seront difficiles à trouver de nos jours. Je ne me rappelle pas tout à fait cette époque. Si on me la rappelait, ce serait comme un coup de téléphone dans le passé. On a passé en quelques heures, on a réussi à prendre des tas de photos et à compiler cet album. Je me rappelle avec beaucoup d'émotion cet épisode. Toujours est-il que je l'ai rencontré, je crois, à Birmingham. C'était tout au début de Ziggy Stardust et il m'a complètement bluffé. Je veux dire que là, quand je l'ai vu, j'étais complètement époustouflé. Et on a fait une série d'entretiens, d'interviews, et j'ai passé quand même pas mal de temps, beaucoup plus de temps avec David que la plupart des photographes de l'époque. Et c'était surtout des photos de lui qui commençaient à m'intéresser. Alors souvent, je me présentais à ses concerts, on m'invitait.
Et puis j'étais entouré de cette foule et surtout dans l'entourage de cette espèce de monstre qu'était Ziggy Stardust. Et j'ai eu la chance d'être au bon endroit